Otep à toutes et à tous. Merci beaucoup du fait que vous avez pris votre temps pour qu'on se retrouve ici. Et surtout merci à Force Manchester International. J'ai effectivement été contacté il y a un peu plus d'un mois par le frère Iterou pour faire une intervention à l'occasion de la semaine victorieuse face au racisme. Voilà, pour faire très court, je suis Obamé Nakoso, coordonnateur de la section territoriale France de la Ligue panafricaine Umoja. Nous sommes une organisation politique dont le siège est ici en France, parce que c'est ici que nous avons créé ce mouvement il y a 6 ans, bientôt, 5 ans plutôt. Et à l'époque, nous étions 6 membres, voilà pourquoi le chiffre 6. Et nous sommes aujourd'hui déployés sur le continent avec 8 sections territoriales qui vont du Sénégal au Burundi, en passant par les 2 Congos, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Je vais essayer d'éloigner ça. Voilà. Donc nous comptons toujours nous déployer sur le continent parce que c'est là-bas que les choses se passent. C'est le cœur même de notre organisation. Les États-Unis d'Afrique un jour, pourquoi pas. Donc le thème, effectivement, c'est quelque chose qui devrait, je dis bien qui devrait nous interpeller tous autant que nous sommes, Kamites, Africains, Nègres, Noirs, Kémites, peu importe le terme qu'on peut utiliser pour se faire appeler, pour se faire nommer. Semaine victorieuse face au racisme dans un territoire sur un territoire comme la France, ça ne peut que nous interpeller. L'actualité est là pour nous rappeler quelle est notre condition ici, comment on vit, comment on est traité, entre les plaintes de certains et le combat des autres. Il y a peut-être quelque chose effectivement à trouver, soit un juste milieu. Moi je me rapprocherai beaucoup plus du combat, parce que les plaintes, je pense qu'on devrait garder nos larmes pour autre chose. Pleurons nos morts qui tombent tous les jours dans la Méditerranée, parce qu'ils viennent peut-être chercher l'Eldorado ici. Pleurons nos morts qui tombent dans l'océan Atlantique pour les mêmes raisons. Pleurons nos filles, des fils du Nigeria qui se font massacrer par Boko Haram. Mais je ne pense pas qu'il soit important de pleurer face à des actes de racisme ou de mépris. Non. On verra un peu plus tard pourquoi. Donc la partie que je vais évoquer, ça concerne donc le chemin de fer Congo-Océan. Et le sous-titre a bien été trouvé, le mépris de la vie humaine, parce que ce chantier, son idée, sa conception, jusqu'à la fin des travaux, et de bout en bout, c'est vraiment le mépris de la vie humaine. C'est-à-dire que ça, c'est difficile de trouver. Bon, il y a toujours des exemples plus ou moins forts, mais ça rentre dans ce cadre pour nous montrer à quel point, aux yeux de certains, nous ne comptons pas, nous n'existons pas, sinon que la même valeur qu'un grain de sable. Sauf qu'un grain de sable ne pourra jamais porter des barres de fer pour aller faire un chemin de fer. C'est le modérateur, il est fatigué. Voilà, donc au cœur de notre rencontre du jour, le frère Iterou en a parlé tout à l'heure. Il y a un homme, un très grand homme, Joseph Fonteneur-Firmin. Je vais rapidement passer sur lui. Voilà, donc né en 1850. Un destin extraordinaire parce qu'à 17 ans, ce monsieur avait déjà une fonction. Il était enseignant. Et aujourd'hui, hein, je ne sais pas à vous que je vais apprendre, qu'on a des mineurs qui ont encore 25-30 ans, voilà, qui ont un poil dans chaque main, qui même quand ils ont la possibilité de faire quelque chose, ne le font pas. Parce que le bus est passé en retard. Je parle ici en Occident. Hein. Le bus est passé en retard, le train est en retard. Bon, je suis parti à Pôle emploi, j'ai été mal reçu, j'ai pas envie de retourner. C'est normal. Quand on a un toit, on a un papa qui nous offre à manger, le frigo est toujours plein, pourquoi se battre? Donc, finalement, c'était pas ça. Il a commencé donc comme enseignant, il a été employé d'une maison de commerce, il a été inspecteur des écoles, il a fondé un journal, il a été en politique. Et en politique, on oublie souvent de le dire, c'est important parce que certains de nos frères et de nos sœurs qui méprisent la politique, ils ont peut-être certaines bonnes raisons, ne mettent jamais en avant le fait que cet homme a fait de la politique. Parce qu'à un moment donné, il a compris que c'est là que ça se décidait. On peut écrire des livres, on peut faire des conférences, on peut faire des colloques, mais si on n'est pas là où ça se décide, si on ne collabore pas avec les hommes politiques avec qui on partage plus ou moins la même vision, parce que 100% c'est difficile de trouver sur cette terre, mais il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais lui, il avait compris cela, et tout son savoir, toute sa connaissance de l'anthropologie, il a mis au service non seulement de Haïti, mais également de notre continent, parce que le livre qu'il a fini par écrire, dont on nous a parlé un peu tout à l'heure, de l'égalité des races humaines, ça fait partie de ce que nous, on devrait considérer comme, bon, le terme est un peu impropre, mais bon, vu le contexte, on est un peu obligé d'utiliser
notre Bible. On devrait avoir ce livre comme une de nos Bibles. C'est-à-dire que vous avez votre chevet, s'il y a peut-être 5 livres que vous chérissez par-dessus tout, mais ce livre, il devrait être à vos côtés, à nos côtés. Alors pourquoi il a écrit ce livre? On le sait, parce qu'il y a un Français, le comte Arthur de Gobineau, qui a écrit un livre sur l'inégalité des races. C'est une obsession, le frère Itero l'a dit. Ce que je fais, c'est un complément, vraiment de la suite de ce qu'il a eu à faire. Voilà, c'est des gens qui ont estimé dès le départ qu'ils étaient supérieurs parce qu'ils avaient la peau blanche, parce que chez eux il y a la neige, parce que. Et tout en bas de l'échelle, je me souviens encore de cours de philosophie en classe de seconde, et nous étions là bêtement en train d'applaudir et de rigoler quand le prof nous le disait, qu'il y avait des philosophes qui avaient classé les races humaines, et je ne sais plus si c'est Emmanuel Kant ou un autre qui disait, et peut-être on va dire par pitié, on mettra la race noire en toute dernière position. Bon. Et encore, est-ce que c'est vraiment des êtres humains? Est-ce qu'on peut les considérer vraiment comme une race? Et Arthur de Gobineau, voilà, il ne nous avait jamais rencontrés, il avait décidé d'écrire ce livre. Le entraîneur Firmin est arrivé, il a tapé du poing sur la table, il a dit, je ne veux pas vous inviter à faire un duel à fleuret moucheté, ou avec un fusil, ou avec un pistolet, ou avec un couteau. Moi, je vais répondre également par la plume. Et ce livre a beaucoup dérangé. Je ne sais pas si on le trouve beaucoup aujourd'hui, je m'avance pas trop, mais vraiment c'est quelque chose qu'il faut chercher. Alors, nous avons parlé de la conscience victorieuse. Bon. Je ne veux pas donner ici une définition de la conscience, mais ce que je pense, et on a un petit nombre à le penser, c'est que de façon collective, notre peuple manque de conscience. Je dis bien collectivement. Individuellement, il y en a parmi vous de grands esprits, des esprits brillants, des gens qui font des efforts sur eux-mêmes pour ne plus nommer les choses telles que les maîtres voudraient, ou ceux qui se prétendent être les maîtres voudraient qu'on les nomme. Non, qui décident par eux-mêmes, soit de ce qu'ils mettront dans leur assiette, comment ils appelleront leurs enfants, quand est-ce qu'ils vont faire leur culte, avec qui, où et comment. Il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais de façon collective, nous n'avons pas cette conscience. Pourquoi? Parce que nous méprisons, nous méconnaissons et nous ne connaissons pas souvent notre histoire. C'est-à-dire que notre histoire, je me souviens, la dernière fois, avant qu'on se retrouve ici, j'étais avec le frère Itero et la sœur Etoumé devant le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Nous étions en train de manifester contre les eaux humains. Nous avions des frères qui passaient. Ils étaient sans doute pressés, ils ne s'arrêtaient pas. D'autres pouvaient s'arrêter, nous leur expliquions pourquoi nous étions là. Pourquoi nous étions en train de braver les CRS au risque de se faire massacrer? Parce que je vous promets, si le premier jour, nous étions beaucoup plus nombreux que les CRS, le deuxième jour, il n'y avait pas photo. C'est-à-dire que s'ils avaient frappé, on nous aurait réduit en charpie. Et il y avait des frères qui s'arrêtaient, qui écoutaient une minute de « Ah ouais, d'accord, les eaux humains, ok ». Et ils passaient leur chemin. Ça ne leur parle pas. C'est un peu ce que collectivement, je dis bien collectivement, nous sommes devenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire 300 morts dans la Méditerranée, ça ne parle pas trop aux gens. Il y en a qui ne cherchent même pas à savoir pourquoi ces gens sont morts, pourquoi ils ont quitté le continent et ils sont morts dans la Méditerranée. Tremblement de terre en Haïti, énormément de morts. Ah ouais, il y a les ONG occidentales qui donnent de l'argent. Ok, mais très bien, on passe. Nous n'avons pas de mémoire collective. Le trafic négrier, ah ben oui, depuis mais l'esclavage a toujours existé, c'est comme ça. Celui qui dit ça, il n'a pas forcément lu un livre d'histoire, ou bien il n'a pas eu le temps de causer, de discuter avec un grand-parent ou un arrière-grand-parent, pour ceux qui en ont eu la chance, parce qu'il y en a quand même parmi nous, il y a des témoignages qui existent, des témoignages qui ont été transmis. Mais les gens, ça passe. Ah mais tu sais, au Maroc, depuis 3-4 ans, il y a quasiment un mois, chaque mois, un nègre est assassiné. Ah bon, oh là là. Bon, ok, ça passe comme une lettre à la poste. Ça ne nous parle pas, c'est loin tout ça. Bon, ce qui nous intéresse, c'est l'immédiat. Charlie, on se mobilise, on va sur Facebook, on met les photos, on met les images. Je suis Charlie, c'est terrible, c'est incroyable. Pourquoi ils font ça? Ça nous parle plus. Et c'est le conditionnement. Et donc, quand on parle de conscience victorieuse, pourquoi nous arrivions à une victoire? Mais une victoire collective. Mais une victoire collective par rapport à la majorité des problèmes que nous avons, il faut d'abord que nous commencions par avoir une conscience collective. Qui nous étions? Qui nous sommes aujourd'hui et où nous allons? Qui nous étions, c'est tout ce que nous avons déjà fait par le passé et tout ce que nous avons déjà subi. Si on ne revisite pas ces étapes, tout ce qu'on fait sera vain. Le frère Kouji est en train d'expliquer tout à l'heure que pour un événement comme celui-là, il était choqué de voir qu'il n'y avait pas autant de monde que ça. Il y a une question de conscience collective. Il ne faut pas oublier, nous sommes aujourd'hui samedi, il y a des matchs de foot à la télévision, il y a plein de choses à faire, il faut se préparer peut-être pour certains aller en boîte de nuit, etc., etc. Donc, comme le disait un frère il y a quelques années, Bambi c'est mon petit nom, tout ça c'est loin, il faut vivre. Point final. Qu'est-ce qu'on va dire face aux gens? Voilà, donc en gros c'est ce que je mets un peu vers la fin. Dans le monde entier, s'il y a un peuple sur lequel on peut marcher, on peut cracher dessus, on peut s'essuyer les pieds,
on peut, ben, de façon collective, encore une fois, c'est nous. Aucun autre peuple ne l'accepte. 10 parmi nous peuvent se lever, 500 parmi nous peuvent se lever, mais sur le continent, nous sommes 1 milliard 111 millions. Il n'y en a pas beaucoup qui se lèvent. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, la victoire, j'ai pris une belle image. C'est l'équipe du Cameroun de football lors des Jeux Olympiques de 2000. C'était un événement extraordinaire. Voilà, il faut parfois vivre avec son temps. Le Cameroun avait gagné la médaille d'or. Et moi, je me dis, notre victoire, de façon collective, encore une fois, passe par notre renaissance. C'est une renaissance qui doit se faire de façon spirituelle, qui doit se faire sur le plan social, sur le plan économique et, à la fin, j'y reviendrai toujours, c'est de façon politique. Parce que ce sont les politiques qui décident. Vous pouvez avoir les plus grands génies parmi vous, brillants informaticiens, ils vont vous craquer tous les mots de passe. Mais si votre cahier de charge pour avoir une sorte de Silicon Valley, si je puis dire, au cœur de Kemet, n'a pas l'assentiment de ceux qui décident, ça ne servira à rien. Vous pouvez avoir aujourd'hui les meilleurs scribes qui soient capables d'écrire le Médoune les yeux fermés. Mais si au cœur de Kemet, le projet ne passe pas, parce que les politiques auront décidé autrement, rien ne se fera. Donc, la renaissance dont on parle, elle doit passer par toutes ces étapes, et là, on pourra arriver à une victoire collective, pour cesser d'être le paillasson du monde, pour cesser d'être la serpillière du monde, etc., etc. Alors, pourquoi je parlais tout à l'heure de renaissance? À mon sens, la renaissance, c'est la clé, justement, pour ouvrir la forteresse de la victoire. C'est-à-dire que la victoire se trouve de l'autre côté. On a une forteresse, on a une grande porte en face de nous. Et j'ai choisi ce château. C'est Gondar, c'est en Éthiopie. Nous avons des enfants ici. Et il est important de leur montrer que nous n'avons pas toujours vécu dans des cases, comme on dit. Nous n'avons pas toujours vécu dans des grottes, comme certains ont dit. Ça, c'est l'Éthiopie. C'est le château de Gondar. Je n'y ai pas encore été physiquement, mais l'esprit y est quand même. Donc sans les clés, là, sans cette renaissance spirituelle, sociale, économique et politique, la porte de la victoire sera toujours fermée pour nous. Voilà, bon, le racisme, j'ai pris quelques petites images assez rigolotes, avec une question. Certains d'entre vous ici doivent parler des langues kamites, j'en suis persuadé. La sœur Elga, je sais qu'elle parle le fond. La sœur Néferet aussi, je sais qu'elle parle le fond. Mon frère Asokan, merci d'être venu m'accompagner aujourd'hui, parle très bien le lingala. Mais je cherche juste aujourd'hui l'équivalent du mot racisme dans nos langues, je n'ai jamais trouvé. C'est extraordinaire. Je parle quelques langues kémites quand même, je cherche, je ne le trouve pas. Un jour, je me suis amusé à demander à ma mère, parce que la pauvre, plus elle vieillit, plus je lui pose des questions, alors que pendant longtemps, quand j'étais à Kemet, les questions, je pensais trouver les réponses dans les livres des psychopathes, comme l'a dit le frère Eric Théroux. Ben oui, il faut être réaliste, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Notre vie, c'est aussi ça. Ça n'a pas toujours été ce que nous sommes aujourd'hui. Ma mère m'a dit, écoute, je ne sais pas. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je mets au défi quiconque de me trouver l'équivalent du mot raciste dans une langue kémite. Il n'y en a pas. Donc, vous avez cette jeune fille qui dit, je ne suis pas raciste, mais le concours Miss France devrait être réservé aux blanches. Ça me paraît logique, en fait. Voilà, on a tous vu ça. Moi, j'ai souri. Je ne vous cache pas qu'il y a 20 ans, ça m'aurait choqué. Je me disais, mais c'est qui celle-là? Et si à l'époque, j'étais déjà connecté au réseau social FB, je serais allé pour moi aussi clasher. Mais elle a raison, c'est son paradigme, c'est comme ça qu'elle a été élevée, éduquée. Il ne faut pas lui en vouloir. Et c'est ce qu'il faut dire à nos enfants. Il ne faut pas en vouloir à ce genre de... Voilà, on lit ça, on sait que ça existe. Mais nous, on a autre chose à faire. Je vous ai dit, entre les plaintes et le combat, moi, j'essaie de me rapprocher plutôt du combat. Parce que ça nous permettra de nous délivrer. Mais si je reste au carrefour des plaintes, ben, les trains, ils feront que passer et moi, je serai toujours OK. Voilà, autre illustration. C'est une dame que vous connaissez très bien. Me faire passer pour quelqu'un de raciste, je trouve cela choquant. Ma meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Enfin, tout est dit, vous la connaissez, je crois. Voilà, c'est Nadine Morano. Je crois que c'est très intéressant. Elle a été députée de ce pays. Vu son âge, elle redeviendra députée. Il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Et c'est des gens qui ont la parole. Les radios les invitent, les télévisions les invitent. Ils ont le droit de dire toutes les bêtises qu'ils veulent. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais avec votre redevance, avec notre redevance, ici, ces gens ont le droit de raconter plein de sottises. Et moi, je dis, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis le chemin du combat. Voilà. Donc, en gros, on nous dit que c'est une idéologie qui est fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie. Le frère l'a dit tout à l'heure. Donc, dès le départ, c'est des gens à qui on dit, vous savez, ben, les êtres humains, ils sont classés. Plus la couleur est claire, plus on est intelligent,
Ama Mazama l'a dit, hein, moi j'étais étonné quand je l'ai lu la première fois, dans son enfance dans les Antilles. Plus vous étiez clair, plus on vous classait devant, plus vous étiez alors, un métis comme moi, c'est sûr que c'est au fond de la salle, il n'y a rien à dire. Ah oui, oui, on a le droit de faire toutes les bêtises qu'on veut au fond de la salle. Bon, le racisme, on nous dit aussi que c'est quand même une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée. Ah, c'est long, hein, à la fin, on ne s'en rend même pas compte de quoi on parle. Point final, c'est vrai, il y a des définitions comme ça qui sont longues. Si juste avait tout pris, mais on en sera encore là. Bon. Sinon, il y en a qui disent que c'est une théorie selon laquelle certaines races seraient supérieures aux autres. Point. Ça, c'est plus court. Au moins, on sait que dans un esprit, il y a une race qui est supérieure à la mienne, ou des races qui sont supérieures à la mienne. Très bien. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai à faire ma mission de kémite sur cette terre. Point final. Si j'ai un champ à cultiver, je cultive mon champ. Si j'ai un territoire à défendre, je le défendrai. S'il faut tuer pour cela, ben, je n'ai pas le choix. Parce qu'en face, on nous mène une guerre qui est violente. On le verra un peu plus tard avec l'histoire du chemin de fer. Ne nous compliquons pas la vie, le racisme, ça se résume à ça. Il y a une hiérarchie qui a été faite. Des livres, il y en a à foison, ça existe depuis très longtemps. Il y en a qui continuent à les lire, il y en a qui continuent à les exploiter et à les réécrire dans le même sens. C'est ça le racisme, et c'est bon pour certaines sociétés. Mauvais pour nous, mais pour certaines sociétés, c'est bon. Parce que c'est comme ça que les sociétés se sont enrichies, parce que c'est quand même, le frère Théo l'a dit, c'est ce racisme-là qui a poussé certains à quitter leur territoire. Pourquoi? Ça, on le verra un peu plus tard, à aller ailleurs. Ce n'est pas la peur. Parce qu'ils sont les premiers à sortir des mots et ils sont les premiers à se contredire. La xénophobie, si on essaie de découper, il y a xéno et phobie. La phobie, c'est la peur. Xéno, c'est l'étranger. Moi, je ne vois pas où est le lien. On a bien dit que le racisme, on a hiérarchisé. Point final. Xénophobie, c'est la peur. Le frère Hétérou l'a dit, quand on a peur, on ne va pas tuer autrui. On se calme feu, on s'enferme chez soi. C'est comme ça que ça se passe, normalement. Sauf si les mots ont perdu leur sens. Bon, encore une définition de racisme. Voilà, donc comme je le dis, notre objectif c'est pas d'éradiquer le racisme, on a autre chose à faire. Moi je suis très content de voir des frères s'impliquer dans les associations antiracistes, c'est très bien qu'ils le fassent, mais moi je n'irai pas là-bas. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça peut occuper un frère, il peut passer à la télé, c'est bien, on est avec les enfants, il y a tonton qui passe à la télé, ouais c'est génial et tout, ah mais on a vu ton frère à la télé, c'est bien. Mais moi, les associations antiracistes, je ne vois pas à quoi ça peut servir. Pour moi c'est se battre contre des moulins avant. Ah oui, la société est hiérarchisée, un point, un trait. Nous, on a autre chose à faire. On a un continent à faire relever, on a des enfants à élever, à qui nous devons réapprendre nos valeurs. On ne se complique pas la vie. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, arrêtez le racisme, ce n'est pas bien. Non, c'est même ridicule à la fin. Il y en a qui vont nous écouter 5 minutes, mais dès qu'on a le deux tourné, ils vont dire, ils n'ont rien compris, ces gens, c'est pas possible. 2 secondes après, ils vont recommencer la même chose, et nous, on est contents. Comme l'a dit le frère encore une fois. Je n'arrête pas de le citer parce que, malheureusement, ce qu'il a dit, c'est la réalité. Ce frère chercheur qui est reçu par le ministre de l'Intérieur, pour lui, il avait gagné sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Comme les frères du Cameroun qu'on a montré tout à l'heure. C'était gagné, vous vous rendez compte? J'ai été reçu par le ministre de l'Intérieur de la France. Bon, je suis même sûr que si le ministre de l'Intérieur s'appelait Roger Bambouk ou quelque chose comme ça, il n'aurait pas été très content parce que la couleur de peau ne lui aurait pas convenu. C'est comme ça qu'on a été configuré, malheureusement. C'est ainsi que les choses se passent. Voilà. Symbole d'une ONG, encore une fois, il est important de rappeler que la colonisation n'a jamais été une entreprise philanthropique. C'est faux, c'est une escroquerie de le dire. Même si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Bac plus 50, qui vous sort 500 livres, qui vous le dit, dites-lui, monsieur, non, la colonisation, ce n'est pas du tout rendre service à autrui. Nos ancêtres n'étaient pas là, au bord de l'océan ou au fin fond des forêts, en train d'attendre que les ONG viennent leur dire « Dieu, il est au ciel, il est comme ceci, on va vous amener les médicaments ». C'est faux. La colonisation, ça n'a rien à voir avec ça. Ils peuvent donner toutes les définitions qu'ils voudront dans leur dictionnaire. Mise en valeur de la terre, etc., etc. Non. La colonisation, c'est simplement déshumaniser l'autre, chosifier l'autre, le bestialiser, le détruire, le violer, et dans la mesure du possible, lui prendre tout ce qui est à lui. On l'a vu tout à l'heure avec ce que les autres sont venus prendre chez les Grecs, chez les Égyptiens anciens. Ils n'ont pas hésité. Il y a eu des transformations, mais ils ont pris. Parce que c'est la culture du pillage, c'est la culture du saccage, c'est la culture du viol. Il n'y a aucune pitié. On l'a vu dans l'histoire. Regardez le film Route, 106 épisodes. Bien qu'ils aient chosifié nos ancêtres, mais certaines de nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont été violées, d'autres sont devenues leurs épouses. Mais ces enfants étaient la plupart du temps rejetés. Souvenez-vous, alors ça doit être le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Kunta Kinte qui est fâché, qui veut aller tuer le maître.
sa mère est obligée de lui dire c'est ton père. Vous vous rendez compte du choc? La colonisation, c'est tout ça. Il n'y a pas d'angélisme dans la colonisation. Ils sont venus, ils savaient pourquoi, ils sont partis de chez eux. Ça n'allait pas, c'était pas aussi rose que ça. Parce que quand c'est bien chez vous, on ne parle pas. Les premiers Toubabs qui sont arrivés dans le royaume Congo ont dit ceci. Les Congos étaient tellement fiers, ils disaient, chez nous c'est beau, chez nous c'est merveilleux, pourquoi nous quitterions notre royaume? Mais c'est humain après tout. Quand c'est beau chez soi, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ou bien jouer les touristes. J'ai un peu d'argent, je vais faire du tourisme. Mais quand je fais le tourisme, je rentre chez moi. Je ne vais pas voler, je ne vais pas violer, je ne vais pas tuer. Je peux acheter quelques objets si j'ai de l'argent à gaspiller, mais je rentrerai chez moi. Donc la colonisation, c'est ça, bestialisé. Sur ma droite, donc sur votre gauche, vous avez une carte qui représente un peu l'empire colonial français, on va dire en 1939. Donc tout ce qui est en bleu, ben, c'est les territoires que la France avait occupés. Parce que c'est extraordinaire, la France a à peu près 550 000 km². C'était tellement beau et merveilleux chez eux qu'ils ont décidé d'aller conquérir toutes ces terres, comme ça. Il faut arrêter parfois de prendre les gens pour des abrutis. Voilà, donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça n'allait pas à un moment donné chez eux, on ne refera pas l'histoire, on ne refera pas l'économie, mais on sait ces choses-là. Il fut un temps où, Nicolas Bourou l'a rappelé, en Occident ici, la famille n'a fait que certains ont mangé leurs enfants. Mais c'est nous qu'on a fait passer pour des cannibales. Et c'est toutes ces raisons-là qui ont fait qu'un jour, ils se sont levés pour aller chercher ailleurs. Et pour aller chercher, ils ont bien pris et ils continuent à prendre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, un mot sur les explorateurs, bon, rapidement, je ne sais pas si vous lisez. C'était en réalité des bandits, des criminels. Moi, c'est ainsi que je les appelle. On discutait tout à l'heure avec le frère Yakotanga. J'insiste toujours sur cet aspect des choses. À 15 ans, on raisonne, d'une certaine façon. À 25 ans, on a un autre raisonnement. Si on a le même, moi, ça m'inquiète. Et même de 25 à 35 ans, si le raisonnement n'évolue pas, ça m'inquiète. Le mot explorateur, je l'ai banni de mon vocabulaire depuis des années. Ce sont des bandits. Il n'y a pas d'autre mot pour les qualifier. Ce sont des envahisseurs. Ils n'ont jamais été invités. Ils n'ont jamais utilisé le mot immigré. Ils n'ont jamais utilisé le mot émigré. Non, jamais. Ce sont des gens qui sont venus sans invitation. Et là où ils rencontraient des résistances, soit ils tuaient parce qu'ils avaient l'arme à feu, soit ils reboussaient chemin. Parce que ce qu'on ne vous dit pas assez, de Brazza, lorsqu'il a commencé officiellement la conquête de ce territoire, il a été chassé au niveau du fleuve Congo, enfin de la Lima pour être précis. Et bon, malheureusement, l'histoire est tellement mal écrite, on dit, ce sont les Bafourous qui l'ont chassé. Non, les Bafourous n'ont jamais existé, ce sont des gens qui étaient là, et quand eux ils disaient Abour, ça veut dire étranger. Il y a des étrangers qui sont là, on leur fait la chasse, ils ne sont pas chez eux ici. Lui il est parti, il a dit, voilà, nous avons été chassés par les Bafourous. Et il est arrivé à un endroit où c'est mieux passé, avec son fameux sergent Malamine, et ils ont fait des choses. C'est du banditisme ce que ces gens ont fait. Parce que moi, si je crée un village ou je crée une ville, je donne un nom, toi tu arrives, tu dis, non, ce nom n'est pas bon. Je suis désolé, c'est tout sauf le respect. Et quand quelqu'un ne vous respecte pas, il y a des mots pour le qualifier. La langue française est assez riche à ce niveau. On peut appeler ça de l'escroquerie, du banditisme, tout ce qu'on veut, mais pour moi, ce ne sont pas des explorateurs. Donc voilà, ce sont des gens qui arrivaient, comme on l'a dit, soit il y avait des résistances, ils changeaient de direction, ou ils réussissaient à tuer les gens, et quand ils rencontraient les fameux chefs, parce que c'est toujours ça aussi, les chefs africains, les rois, les empereurs, etc., partant aussi du principe que l'Afrique n'était pas aussi homogène en termes, on va dire, enfin, je veux dire, tous les royaumes, tous les empires n'avaient pas les mêmes superficies. Il y avait des endroits où on trouvait quelques petits chefs, des chefs faillants, c'est humain. Donc, chez tous les peuples de la terre, on peut trouver des gens cupides. Et il y en a qui ont réussi à acheter. C'est bien qu'aujourd'hui, moi, quand je rencontre un Kémite qui me dit « Ah, mais moi, au temps de la colonisation, mon grand-père était chef. » Je dis « Mais tu sais, tu n'as pas forcément à être fier de ce que ton grand-père a fait, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient des collabos, justement. » Ah, oui, mais désolé, il faut le leur dire. Les enfants des collabos, par exemple, les enfants des chefs, on ne les prenait pas pour aller construire le chemin de fer. On leur donnait de l'argent. Ah non, on leur donnait de l'argent. C'est une forme de collaboration. C'est pourquoi l'autre, Henri Guénaud, qui a écrit le discours de Dakar, il se fâche contre nous disant que Léopold Sédar Senghor est un collabo. Il devient fou. Parce qu'ils savent ce que ce mot signifie pour eux ici. En France, quand on dit collabo, c'est pas possible, quoi. C'est la bagarre. Donc, ils arrivaient, ils s'installaient, ils signaient des faux traités, parce que ce ne sont pas des traités, c'était encore une fois de l'escroquerie, pour dire, voilà, désormais, vous êtes sous la protection de la France. Non. C'était des actes de brutalité qui étaient posés, et après, on posait le drapeau. À quelques heures ou à quelques jours près,
la RDC actuelle aurait pu être une colonie française et réciproquement. Parce qu'à un moment donné, Stanley et De Brazza se sont fait la course et le premier qui a posé le drapeau bleu, blanc, rouge s'est retrouvé sur la rive droite du Congo. L'autre drapeau, celui des Belges, jaune, rouge et noir, s'est retrouvé sur la rive gauche. C'est pas compliqué. Ils étaient au service de leurs États. Point final. Ils se sont installés. Mais après, puisqu'ils ont des missions bien précises, il ne suffit pas de dire j'ai posé le drapeau. Il faut exploiter la terre, la surexploiter, le sous-sol. Mais qui va le faire? Ce ne sont pas les Auvergnats qu'on va prendre pour le faire. Ce ne sont pas les Savoyards qu'on va prendre pour le faire. Ce sont nos ancêtres qui étaient là-bas, qui avaient des métiers. Là aussi, il faut qu'on sorte de certains paradigmes. On n'était pas assis. Les gens faisaient des choses. Il y avait des forgerons, il y avait des pêcheurs, il y avait des chasseurs, il y avait des enseignants. On les a pris de force pour faire tout ce que le Toubab, enfin tout ce dont le Toubab avait besoin au quotidien pour que la mère patrie, comme ils disent, puisse bien vivre, s'enrichir, etc., etc. Voilà. Donc, bon, il y a eu tout, hein, l'exploitation du bois, les VA, etc., etc., des choses voilà, sur lesquelles on ne va pas revenir. À un moment donné, là, je vous prends deux images. Il y a une question, c'est, mais comment il faut apporter, pardon, le bon mot c'est apporter. Comment il faut apporter ces choses-là en Europe? Tout ce qu'on a eu, le bois, le fer, tout ce qu'on veut, il faut bien apporter ça à un moment donné en Europe. Alors, je mets une pause pour parler de la région qui nous concerne à ce sujet. C'est l'AEF. Comme je disais, ils sont arrivés, ils ont décidé, à un moment donné, ils ont conquis le Tchad, l'Oubangui-Chari, qui est l'actuel Centrafrique, le Gabon, le Congo. Ils ont dit, appelons ça AEF. Vous savez, quand vous allez à l'église ou à la mosquée, on vous dit, vous êtes désormais chrétien ou musulman, ben vous choisissez Ibrahim, Jean-Pierre, etc., etc. C'est le même procédé. Ils ont décidé d'appeler toute cette région Afrique équatoriale française. Quand ils ont décidé de le faire, le chemin de fer Congo-Océan, ça concerne principalement, donc, effectivement, le Congo. Mais quand je dis principalement, c'est physiquement. Le but était de prendre toutes les marchandises qu'on pouvait prendre au Tchad, en Oubangui-Chari, au nord, au centre du Congo, au sud, et si possible au Gabon, amener ça effectivement vers l'océan Atlantique. On se met sur la gauche. Alors, j'ai mis en noir, en gras ici, l'Ikwala, voilà. J'ai pris deux régions du Congo qui sont au nord, la région de la Sangha de la Likwala. À Libreville, il y a un quartier qui s'appelle Likwala, c'est ça le nom d'origine. Et la région de la Sangha, c'est à ne pas confondre avec la Sanaga maritime au Cameroun. Mais bon, c'est des noms qui sont plus ou moins similaires. Voilà, vous avez une carte ici de l'Afrique centrale. Il faut savoir qu'au départ, le chemin du fer Congo-Océan ne devrait pas s'appeler ainsi. À la base, le chemin de fer aurait dû être construit depuis la région de la Sangha, donc au nord du Congo, en allant au Cameroun pour déboucher au port de Douala. C'est ce qui devait être fait. Pour plusieurs raisons, ils ont décidé d'abandonner ce chantier. Il faut aussi dire que le Cameroun, bien qu'à cette époque, était sous administration en partie française et de l'autre anglaise, hein, puisque vous savez, l'Allemagne ayant été dépossédée de ses colonies, mais le Cameroun ne faisait pas partie de l'Afrique équatoriale française. Donc il y avait aussi des questions administratives qui entraient en ligne de compte et autres. Et puis ils ont bien compris que tout le nord et tout le centre du Congo étant bien drainés par le fleuve Congo, toutes les rivières et tous les autres affluents, mais c'était très simple. On pouvait prendre tout ce qu'on voulait, on met dans l'eau, ça arrive au port de la capitale, une fois que les colons et les bandits appellent Brazzaville, et de là, c'est de là que va partir le chemin de fer sur 502 km pour aller vers l'océan Atlantique. C'est un peu l'histoire, hein. je fais très court. Voilà. Avant ce chemin de fer, Léopold II, un autre bandit qui avait déjà occupé le Congo, qui va appeler État indépendant du Congo. Et il faut préciser que le Congo était une propriété privée pendant très longtemps du roi des Belges. Hein. Ça n'appartenait pas à l'État de Belgique, au royaume de Belgique. C'était vraiment sa propriété privée. Il avait fait son port à Matadi. Matadi, qui veut dire les pierres hein, en Congo, au pluriel. Et les Français, bon, les bandits entre eux, ils se comprenaient. Donc les Français, quand ils voulaient évacuer les marchandises, ils pouvaient utiliser le port de Matadi. Au bout d'un moment, ils savent bien que ça ne tient pas, voilà, ça ne peut pas tenir la route, quoi. Et le chemin de fer, donc, ils vont finir par le commencer. Voilà. En bleu, vous avez tout le fameux fleuve Congo dont on parle souvent. Voilà. Ah ouais, c'est assez lent. Et bon, on ne le voit pas bien, mais il y a effectivement plein d'autres affluents qui passent par là. Voilà. Quand on dit rive droite, donc c'est le petit Congo, et rive gauche, c'est le grand Congo. Voilà. Donc CFCO, chemin de fer Congo-Océan. Bon, il y en a qui disent 514 km. Il y en a qui disent 502 km, bon, peu importe, ça dépasse 500 km. Donc voilà, le but, comme on l'a dit, on part du fleuve Congo, on récupère,
tout ce qui vient du nord, tout ce qui vient du centre, et même du Tchad et de Lubangui-Chari, ben, on amène par là, voilà, les bateaux français vont amener ça au port du Havre, de Marseille, et après on vous dira, oui, le Havre, le vieux port français, très vieux port et tout. Bon, voilà, on y est quand même pour beaucoup dans toutes ces choses-là. Donc le chemin de fer, il traverse, alors aujourd'hui on les appelle des départements, on peut dire aussi régions à l'époque, le Poul, la Bouenza, le Niari, le Kwilu, donc qui sont tous au sud. C'est-à-dire que ce chemin de fer, il part du sud, on va dire du sud-est vers le sud-ouest. Il n'y a rien au centre, il n'y a rien au nord, là-bas c'est surtout les voies fluviales, qui sont très navigables aussi. Alors, pour avoir toutes ces informations qui concernent le chemin de fer, donc beaucoup plus la suite, on peut utiliser effectivement plusieurs sources. Vous avez ici des sources officielles, avec la fiabilité qu'on peut leur accorder, hein. Il y a beaucoup d'escroqueries là-dedans. Voilà, parce que je peux vous citer une dame, franchement, moi, aujourd'hui, elle me fait plus rire qu'autre chose. Alors que je ne vous cache pas qu'il fut un temps, c'est le genre de personne qui m'énervait totalement. Voilà, c'était à l'occasion d'une thèse d'histoire, est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Dans sa thèse soutenue en 1934, l'économiste Henriette Roussel, qui est parfaitement informée de la situation. Alors pourquoi on dit parfaitement informée de la situation? De toutes les horreurs, de toutes les atrocités qui se passent. Comment les gens meurent pour ce chemin de fer? Comment les gens sont tués, affamés, autres? Donc on dit, elle est parfaitement informée de la situation, affirme qu'en agissant de la sorte, la France honore ses devoirs envers les races noires qu'elle contribue à civiliser en les arrachant à leur primitivité. Voilà. Alors, c'est une thèse qui a été soutenue en 1934. Donc cette dame, voilà, elle s'appelle Henriette Roussel, un joli nom, hein, bien comme il faut, voilà, a soutenu son doctorat et elle a dit que ce que nous, on est en train de faire là-bas, arrêtez de raconter, comment ça les gens meurent, arrêtez. On est en train de leur rendre service, en gros. Je te tue pour te rendre service, attention à ce que tu dis. Bon, surtout que demain tu seras assis à la droite du Père, c'est pas un problème. Je te tue pour te rendre service. On peut continuer son propos. Donc plus encore, cet auteur précise que le travail obligatoire n'est pas une iniquité. C'est pas une iniquité. Voilà pourquoi le langage, les mots ont leur importance. Arrêtons de boire, d'avaler tout, d'absorber tout ce qu'on nous propose et nous impose. Et on devient comme des automates qui ont déjà été programmés et très bien programmés. Et lorsque nous voulons parfois nous déprogrammer, il y a comme une main invisible qui nous ramène sur un chemin qui est considéré comme droit. Parce que ce qu'on appelle ici travail obligatoire, il faut le dire, c'est le travail forcé. C'est une autre forme d'esclavage. C'est de l'esclavage. Mais elle dit que ce n'est pas une iniquité. C'est leur langue, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, il y a les sources officielles. Il y a aussi des historiens africains qui ont travaillé sur ces sources officielles et qui ont interrogé, alors, soit des survivants ou des descendants de survivants. Et par exemple, il y a un historien, je ne le connais pas personnellement, Antoine Madoumou, qui a 71 ans aujourd'hui, il enseigne à l'ENES, École Normale Supérieure. En plus, il a la chance d'être de la région, hein. Il est né donc en 1944, 2 ans avant l'abolition officielle du travail forcé. Et lui, il a vraiment interrogé des aînés qui ont vécu ces choses-là. Et je vais vous montrer une photo tout à l'heure, M. Dominique Ditumbi, je crois qu'il doit être encore dans la région de Toulouse. Son père a vécu ces choses-là, son père a connu ces choses-là. Il lui a raconté. Voilà. Voilà, donc ça c'est différentes sources qui sont utilisées. Bon, au niveau des officiels, des bandits, je vais utiliser 2 personnes. Alors, celui qui est sur ma gauche, donc il doit être sur votre droite, Victor Augagneur. Et celui qui est l'autre, c'est Raphaël Antonetti. Donc le premier, son nom officiel, c'est Jean-Victor Augagneur. Voilà, il était médecin en politique. Bon. Moi, ce qui me fait souvent rire, il y a des signes qui ne trompent pas. Cet homme, quand il était député, il s'était opposé au droit de vote des femmes en 1919. Alors, on peut encore une fois insister là-dessus. La manière dont une société traite les femmes est révélatrice de son état d'être, de son état d'esprit. Nous sommes en 1919, ce monsieur, comme on dit ici, il a fait des études. C'est un fin lettré. Il sait de quoi il parle. Mais il a dit non, pourquoi donner le droit de vote aux femmes? Vous voulez qu'on soit égaux? Non. Et ce n'est pas étonnant, à un moment donné, il s'est retrouvé gouverneur là-bas en AEF. Et c'est ce monsieur, ce qui me fait rire, regardez tout en bas, il va lancer un slogan debout. Et Albert Londres, qui est l'un des plus grands journalistes français, le dit si bien. Debout pourquoi? Parce que dans sa tête, dans leur conception, nous étions en train de dormir. Nous étions assis. Nous ne vivions pas, nous ne faisions rien, nous n'existions pas en fait. Et bien moi, Victor Augagneur, je vais réveiller la colonie de l'Afrique équatoriale française. Et c'est l'un des tout premiers qui va prendre la décision pour le chemin de fer
depuis la capitale politique jusqu'à ce qui est aujourd'hui la capitale économique du petit Congo. Et son fameux slogan debout, lui s'en va, le chantier n'a pas encore commencé. Il est, voilà. Ah là là, j'ai peut-être été un peu rapide. Ah bon, j'ai inversé, excusez-moi. Voilà. Il est remplacé donc par ce monsieur, Raphaël Antonetti, en bon Corse. Vous allez au Gabon, les Corses sont là-bas aujourd'hui, ils gèrent les jeux, etc., etc. L'exploitation du bois, merci la Corse. Donc, ce monsieur va remplacer donc Victor Ogagneur. Et lui, il est allé beaucoup plus loin encore avec les histoires de debout. Il n'arrêtait pas de le répéter. Quand Victor Ogagneur dit, sur tout le territoire du Congo, lui s'arrête au Congo, il dit, on va recruter des hommes pour faire le chemin de fer, recrutement forcé, etc., etc., on verra un peu tout à l'heure. Raphaël Antonetti dit ceci, on ne va pas assez vite, ce n'est pas assez. En gros, il n'y a pas assez de morts, parce que nos parents ne faisaient que mourir. C'était les hécatombes tout le temps. Il dit, on va étendre le recrutement sur tout le territoire de l'AEF, sauf au Gabon. Pourquoi? Pas parce qu'on aimait plus le Gabon. Parce qu'au Gabon, il y avait des compagnies d'exploitation de bois qui avaient dit, ce territoire est sous-peuplé, si vous nous prenez du monde, qui va travailler ici pour notre bois? On n'en veut pas. Donc c'était officiel, le gouverneur a signé et on est allé traquer le nègre partout, sur tout le Congo, 342 000 km², sur toute la RCA, 683 000 km², et au Tchad, 1 200 000 km². Ils l'ont fait. Encore une fois, je dis, puisqu'on sait que c'est les intérêts de la France, pourquoi on n'a pas pris des Auvergnats, des Savoyards et des Corses pour aller faire ce travail? Ça tombe encore sur des gens qui sont prétendument paresseux. Des gens qui paraît-il dormaient, si bien que pendant des années, il a fallu leur dire debout, 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 debout. Voilà, et donc, oui, donc l'autre diapo, voilà, c'était pour dire effectivement que, voilà. Le recrutement forcé, bon, vous avez sur ce petit schéma, est-ce que de là où vous êtes, vous voyez Jacob? Jacob, c'est un peu petit. Hein. Alors, voilà, tout en haut, vous voyez Jacob. Vous voyez Loudima. Bon, Loudima, c'est un nom africain, enfin, un nom kabite. Vous voyez Fav. Vous voyez Dolizy. Je vais m'arrêter à ces quatre noms. Alors, on a insisté. C'est-à-dire que quand on est respectueux de l'autre et qu'on arrive chez lui, on lui pose quand même des questions. Si la personne veut bien répondre, comment tu t'appelles? Comment tu appelles ton village? Comment tu appelles ça chez toi? Chez moi, on appelle poisson, etc., etc. Donc, quand vous voyez Jacob, cette cité qui s'appelle Ngaï, ces gens sont venus, ils ont décidé d'appeler ça Jacob. Et malheureusement, au Congo, même pendant des années après la colonisation, ça s'appelait Jacob. Nous avons des frères et des sœurs qui sont nés là-bas, sur leur papier, c'est écrit né à Jacob. Et à l'école, on rigolait. Alors, vous voyez Dolizy. Dolizy, c'est le nom d'un bandit qui s'appelle Albert Dolizy. Lui aussi, il faisait partie de ces fameux explorateurs. Et ce monsieur a massacré des gens dans la région du Nyari. Alors, au Congo, je fais une petite parenthèse, c'est extraordinaire. Il fut un temps où on avait rebaptisé cette ville d'un nom de chez nous, Lubomo. Mais en 91, les gens ont décidé d'appeler ça à nouveau Dolizy. Et juste aujourd'hui, officiellement, ça s'appelle Dolizy. Je parlais tout à l'heure de conscience collective. Il y a des choses, lorsqu'on a un minimum de conscience, qui ne peuvent pas passer, qui ne devraient plus passer. C'est élémentaire, c'est un minimum. Si Biko le disait aux policiers, ce n'est pas parce que vous êtes armés que vous devez me manquer de respect. Et tout à l'heure, on a fait un parallèle entre les notions de respect et d'amour. Je suis désolé. Tout l'amour du monde ne m'enlèvera pas le respect que moi j'ai pour moi-même, ou que je devrais avoir pour moi-même. Et Biko a dit aux policiers, si vous insistez, je vais être dangereux. Ce n'est pas pour rien que cet homme a non seulement été tué, mais en plus, on a pris son cerveau, on a bien écrasé avec les pieds pour être sûr qu'il était bien mort, parce qu'il était trop dangereux. Donc c'était au niveau de la débaptisation. C'est tous ces gens-là, ces bandits qui sont arrivés, le long du chemin de fer, ils ont dit, ici c'est Jacob, ici c'est Dolizy, ici c'est le Brie, etc., etc. Et cette planche, vraiment, avait de l'importance pour moi. Voilà, donc comme je disais, élargissement du recrutement sauf au Gabon. Alors, là on ne voit pas bien, mais le toubab qui est sur le tipol, c'est Antonetti. Ah, voilà, c'est Antonetti qui est heureux, il prend son casque colonial, il met sur la tête. La vie est belle dans les colonies. Il a des gens qui travaillent gratuitement pour lui. Ils sont pieds nus, ils vont marcher sur tout, les ronces, les insectes, etc., etc. Lui, il a son chemin de fer. On va évacuer les marchandises pour la France éternelle. Et voilà, ils n'ont pas hésité, ils ont fait des photos. Comme vous voyez certains qui ont posé devant les nègres qui ont été conduits par le Ku Klux Klan ou autres aux États-Unis. C'était un spectacle. Et ça, on est heureux de faire ce genre de photos. Mais pour nous aussi, c'est une bonne chose, on doit montrer ça aux nôtres, pour ne pas oublier. Voilà, Albert Londres, voilà un monsieur qui a fait un travail vraiment colossal. Il a écrit un livre dont le titre est Terre d'ébène. Mais Terre d'ébène n'est pas consacré au Congo.
Il a voyagé en Afrique, il a fait l'Ouest, il a fait le Centre, et il a rapporté des informations comme ça. Et ici, c'était un véritable tollé. Parce qu'il faut comprendre que, dans leur conscience collective, nous devons être solidaires. La mission civilisatrice que nous allons faire chez les autres, c'est non seulement pour leur bien, mais nous savons que c'est d'abord pour notre bien. Mais qu'un Albert Londres puisse prendre sa plume pour écrire et dénoncer ces choses, ça ne passe pas. Il y a un prix pour les journalistes qui s'appelle le prix Albert Londres. Il est déifié, ce monsieur. Parce que lui, il a dit, le métier de journaliste, moi je ne suis pas là pour plaire X, Y ou Z. Je suis là pour prendre ma plume et la plonger dans la plaie. Je partage quelque part son point de vue. Un journaliste, il doit le faire. Et c'est quelqu'un, quelque part, qui a fait un bon boulot à ce niveau. Il a dénoncé des choses, mais dommage, pas assez à notre goût, parce que il s'est arrêté en 1929, il est parti, le chemin de fer, les travaux se sont achevés en 1934. Voilà, on peut le lire un tout petit peu. Ça, ce n'est pas Albert Londres qui parle, mais Albert Londres qui reprend les idées des bandits de l'époque. L'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, est une maison dépourvue de tout, qui n'aurait, oh là là, oh, j'ai doublé là, qui n'aurait que ses murs et rien à l'intérieur, ni mobilier, ni gaz, quelques vieilles chaises cassées seulement. Quand une maison doit devenir utile, on la meuble. C'est comme ça que les gens ont conçu les choses. Le hasard n'existe pas. Quand on vient en massacre les gens, on vous oblige à faire ça, ça, ça et ça. Ce sont des choses qui sont savamment calculées. Les gens vous parleront de la théorie du complot. Les gens vont vous envoyer Georges-Paul Langevin pour minimiser les propos de tel ou tel, pour dire l'esclavage, ce n'était pas pour éliminer, éradiquer la race noire, mais c'est parce qu'on avait besoin et tout. La réalité, c'est la réalité. Il y a des gens qui vivaient là-bas, qui avaient une vie différente peut-être de celle d'ici, mais on ne peut pas se permettre de dire qu'il n'y avait rien, qu'il ne se passait rien là-bas. Tout ça, ça permet de justifier l'injustifiable, de nommer l'innommable. Ah ouais, bon, là où je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais si je ne reviens pas là-dessus, sachez simplement qu'à un moment donné, l'État français avait passé un contrat avec la société Spi-Batignolles pour lui fournir 8000 hommes. Pourquoi Spi-Batignolles? Spi-Batignolles, c'est les travaux publics. C'est eux qui devaient faire le chemin de fer. Il faut la main-d'œuvre. C'est quand même curieux. Voilà une boîte qui est spécialisée dans les travaux publics. Pourquoi elle ne recrute pas en France pour aller le faire? C'est l'État qui va donc s'engager, dit nous allons vous fournir des hommes, 8000 hommes. Mais les 8000 hommes, en final de compte, il n'en restera que 1700. Parce que les gens meurent en cours de route. C'est horrible. On n'a pas de film, mais quand on lit ça, c'est horrible. Sincèrement, c'est horrible. Il faut être un minimum aguerri pour ne pas pleurer lorsqu'on lit ce genre de choses. Et Spi-Batignolles, pourquoi Spi-Batignolles? On en parle dans l'actualité, il y a le CRAN, pour une fois qu'ils servent à quelque chose, ils ont porté plainte contre l'État français et contre Spi-Batignolles, parce que ce sont des gens qui ont bénéficié du chemin de fer en premier lieu, ils doivent payer. Si la justice existait dans ce pays, peut-être qu'un jour, ils paieront. On verra bien, on ne sait pas encore. Voilà. Les hommes qui vont aller travailler pour Spi, in fine pour l'État français, le recrutement, encore une fois, les gens ne sont pas assis chez eux, on dit « Bonjour monsieur Mamadou, bonjour monsieur Tchemoko, venez travailler ». Non, c'est un recrutement de force. Et on coopère aussi avec les chefs de terre. On leur dit, les chefs de terre qui sont nommés par les bandits. Nous avons besoin ici de 500 hommes. Quand le chef est capable de fournir les 500 hommes, sans ses enfants, j'insiste, ni enfants ni neveux, sauf s'ils vont en punir un ou deux ou trois, il est récompensé, on lui donne de l'argent. Et ces enfants vont dans les écoles qu'on appelait à l'époque, à l'origine, école des otages. Et les gens étaient contents de dire, moi j'ai étudié à l'école du blanc et tout, psychopathie, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Ces hommes, on pouvait les prendre en Ubangui-Chari. Tout à l'heure, vous avez vu la carte, l'actuelle Centrafrique. De là-bas, jusque dans la capitale. Je ne sais plus si ça fait 1000 km, mais ils ont voyagé dans toutes les conditions épouvantables qu'on peut imaginer. Les gens marchaient, pieds nus. On ne leur donnait pas à manger en cours de route. Donc si vous êtes assez malin, vous allez trouver vous-même à manger. Quand ils tombaient malades, la maladie était ignorée, donc ils mouraient. C'est pourquoi il y a toujours ces chiffres. On en a capturé 500, mais en final, on arrive à 200 ou 300. Et quand le chantier commence, le nombre de morts ne fait qu'augmenter au fur et à mesure. Bon, transporté dans des conditions inhumaines. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la saison sèche en Afrique centrale. Pendant 3 mois, c'est un peu comme l'automne. Et vous imaginez, vous êtes en train de marcher, torse nu, avec un pan ou un short pour couvrir l'essentiel. Mais on ne vous donne même pas de couverture. Rien du tout. Donc vous êtes exposé au froid, vous êtes exposé à tous les insectes possibles. Voilà ce que ces gens ont subi. Pas de nourriture, hein, comme on l'a dit. Il y avait ce qu'on appelait des embarcations, des sortes de chaloupes,
qui fonctionnait sur le fleuve Congo, sur la Lima ou autre, mais à la vapeur. Et là aussi, c'était extraordinaire. Et il n'y a que très peu de différence avec les bateaux négriers. Celui qui avait le moins de chance, il se retrouvait en bas. Si on peut dire celui qui avait le plus de chance, il se retrouvait en haut. Mais quand je dis en haut, on pouvait être assis sur la tête d'un frère. Ah oui, oui, on les entassait. L'objectif, c'est d'aller faire des rails. C'est pas du tourisme, c'est pas de la villégiature, enfin. On est déjà assez gentil, on veut vous civiliser, vous voulez encore voyager dans de bonnes conditions. Et en cours de route, les gens ils mouraient. Il y en a qui mouraient étouffés dans l'eau. Il y en a qui se noyaient. On ne cherchait pas à repêcher qui que ce soit dans l'eau. Et le long du fleuve, parfois ils croisaient des palétuviers. C'est des arbres voilà, qui sont assez grands, qui avaient des branches. Et parfois, hop, on cogne quelqu'un, il meurt séparé. Donc, tout à l'heure, je disais, celui qui est en bas, c'est celui qui a moins de chance, mais parfois on se retrouve aussi en haut, on a aussi moins de chance. Et ainsi de suite. Et en travaillant sur ça, j'ai découvert un mot que je ne connaissais pas, c'est escarbille. Donc, escarbille, on va dire que c'est une sorte de morceau de bois qui n'est pas complètement consumé. Donc, pendant que la chaloupe est en train d'avancer, il y a une partie, alors j'ai mis le feu, où est-ce que j'ai mis, voilà. Le feu est là pour vous montrer, ça sort, c'est comme ça crépitait. Ça va tomber sur qui? Encore sur ces pauvres nègres. Donc il y avait toutes les sortes, toutes les conditions étaient réunies pour que ces gens meurent d'une manière ou d'une autre. On pouvait mettre 300 personnes dans une chaloupe, on pouvait mettre 400, on s'en fout, on compte pas. Et les gens ils mouraient, c'est pas grave, on va en trouver d'autres. Il y en a, ils sont trop nombreux d'ailleurs, ils se multiplient comme des lapins. Ah, ça vient de très loin ce genre de choses. Voilà, bon les navires on en a déjà parlé. Voilà, oui, donc Spi Batignolles, c'est ce que je disais. Donc le ratio c'est plus de 80% de l'effectif qu'on avait recruté pour Spi Batignolles, ils sont morts. Plus de 80%. Ça c'est ce qu'ils ont pu trouver et ce qu'on n'a pas trouvé. On ne se rend pas compte de l'hécatombe que ça peut constituer. Les gens parlent du trafic négrier, les gens parlent des razzias négrières. Mais ce peuple, ce qu'il a subi. Alors, voilà. À un moment donné, quand le Toubab allait dans les forêts, dans les villages, pour recruter, il criait machine. Et nos ancêtres savaient déjà que quand on disait machine, on venait nous recruter. Ils s'enfuyaient. Mais n'oubliez pas, il y a les missionnaires. Les missionnaires, on disait, mais pourquoi vous fuyez? On vient vous recruter pour le travail. Nos ancêtres disaient, mais vous-même, le missionnaire, vous nous avez dit que le suicide était un péché. Que Dieu a interdit le suicide. Mais nous, nous savons que si on va à la machine, on va mourir. Pourquoi vous voulez qu'on se suicide? Ils s'enfuyaient dans les forêts. Mais le problème, c'est que quand on s'enfuit dans une forêt, on peut tomber sur une bête féroce. On meurt. Ça, c'était pas comptabilisé. On pouvait mourir de faim, parce qu'à un moment donné, les gens, ils quadrillent. Avec les Toubabs qui sont là en train d'attendre, comme on dit, la faim, ça sort le loup du bois. Il y en a qui préfèrent effectivement mourir là-dedans. Donc, il y a, d'une manière ou d'une autre, des gens étaient en train de mourir, et il y a les morts officiels et il y a ceux qui ne sont pas officiels. Encore une fois, on va chercher les gens dans nos villages, on part ici, pas ici. Humanisme, etc., etc. Les armes à feu, il y a des témoignages, on n'a pas d'image malheureusement, qui disent que parmi les résistances qu'il y a eu au niveau de nos ancêtres, lorsqu'ils ne voulaient pas être capturés pour aller faire le chemin de fer, il y en a qui avaient des fusils, et il y en a qui tiraient sur les Toubabs. Un clin d'œil au frère Yakotanga qui parlait tout à l'heure. Oui, nous avons des petites victoires. Peut-être pas assez, mais nous en avons quand même. Ne jamais hésiter à utiliser l'arme de l'ennemi. Ne jamais hésiter à utiliser la parole de l'ennemi. Vous avez vu comment les ancêtres ont retourné la parole du missionnaire contre eux-mêmes. Et certains avaient pris des armes à feu, effectivement, pour combattre l'ennemi, lorsqu'ils venaient les arracher de force pour aller faire le chemin de fer. Bon, malheureusement, on ne connaît pas les nombres des victimes à ce niveau. Ce que je disais, ne pas hésiter à utiliser la parole. À un moment donné, quand ils se rendent compte que les gens résistent trop, on rase des villages, on tabasse, on viole. J'ai eu la chance, un professeur d'histoire joué au collège nous en parlait de temps en temps. Mais vraiment, c'était horrible. Ah oui, mais quand on sait que vous êtes dans une forêt, on veut vous faire parler. C'est la réalité. Votre frère est dans la forêt. Vous ne voulez pas parler? Ok, mais madame, c'est votre fils. Très bien. On déshabille le fils, on déshabille la maman. On demande, je suis désolé pour les enfants qui sont là, on demande à l'enfant de monter sur la maman. Et oui, oui, la maman, oui, elle choisit. Si elle refuse, donc elle va aller dire, mon frère il s'est caché à tel endroit, ou bien elle accepte l'infâme. Il n'y a pas de hasard. On a parlé tout à l'heure de la Grèce. Si les gens en Occident se réclament de civilisation gréco-latine, ce n'est pas pour rien.
Ils sont fortement attachés à ça. Et nous, on doit revenir à l'Égypte. Au lieu de nous perdre à gauche et à droite en faisant n'importe quoi. Ça, c'est ce que les gens ont réellement subi. On vient, on encercle un village. Bon, on sait que la nuit, vous allez être capable de sortir pour vous nourrir, ok. Et c'est là qu'on se met à séparer. Ah, c'est votre soeur, très bien. Mais nous, on veut attraper votre père. Vu que vous ne voulez pas nous dire, allez, hop, vous allez transformer votre soeur qui devient votre femme, qui devient votre compagne. Et ça a marché comme ça. Et quand on les attrapait, c'était le lasso, les coups de fouet, vous avez vu Kuntakité, c'est le même procédé, il n'y a pas de différence. Et moi j'insiste là-dessus, nous ne devons pas oublier le code noir. À un moment donné, il avait été écrit ici, par des gens prétendument intelligents, que nous étions des objets. Ce qu'en droit on appelle un bien meuble. Le micro, j'en fais ce que je veux, je le casse, je le jette, il n'a aucun père qui viendra se plaindre, il n'a aucun frère qui viendra se plaindre. Mais nous, nous avons été considérés ainsi, et c'est ainsi que l'entreprise coloniale, qui n'a fait que remplacer l'esclavage, le trafic négrier, a opéré. C'est la même logique, implacable. Il n'y a pas de mission civilisatrice, il n'y a pas d'humanisme là-dedans. Ils ont parlé de racisme, je dis oui, voilà une manifestation. André Gide, un peu la même chose que Albert Londres, lui aussi il a écrit, très bon livre, et je ne sais plus si c'est lui qui a plus fait scandale qu'Albert Londres, parce que lui, il avait même écrit aux autorités, en disant, mais ce que j'ai vu au Congo, c'est horrible. C'est horrible, c'est pas possible. Et il le dit, le chemin de fer Brazzaville-Océan est un effroyable consommateur de vies humaines. Officiellement, on parle de 17 000 morts, mais on se moque du monde. Il y a un aîné que j'ai encore appelé aujourd'hui. Ses grands-parents, il est de la région de la Bwenza. Regardez sur Internet. Ses grands-parents connaissent cette histoire. Et lui m'a toujours dit, on parlait de 1000 morts par kilomètre. Le chemin de fer officiellement c'est 502 km. On parlait de 1000 morts par kilomètre. Vous avez une gare aujourd'hui dans la Bwenza, une petite ville qui s'appelle les Sara. Pendant longtemps je ne savais pas ce que c'était. Et un beau jour j'apprends qu'au Tchad il y a une population qu'on appelle Sara. Ben, c'est des gens qu'on allait arracher de force pour construire ce chemin de fer. Il fallait du monde, il fallait tout le temps du monde. Et les autorités disaient ce n'est pas grave. Ou on sacrifie des milliers d'hommes, où on oublie le chemin de fer. Mais pour lui, ce n'est pas grave. Ce ne sont ni ses enfants, ni ses nièces, ni ses frères, ni ses sœurs. Et lui, il a fait moins d'un an. Mais quand vous lisez ce qu'il a écrit en Régide, en moins d'un an, c'est ce qu'il a vu et entendu. Bon, imaginons qu'il ait vécu là-bas de 1921, début du chemin des travaux du chemin de fer, jusqu'en 1934, 13 ans. Qu'est-ce qu'il nous aurait pas raconté? Idem pour Albert Londres. Albert Londres s'arrête, je dis bien, en 1929, 5 ans avant la fin du chemin de fer. Qu'est-ce que ces gens nous auraient pas raconté? Le français est clair. Je vais lire un tout petit peu, vous me permettez. Wikipédia dit ceci au sujet des travaux forcés. C'est une peine de détention assortie de travail obligatoire qui peut être infligée aux individus qui ne respectent pas les normes de la société. Dans la plupart des pays, ces normes sont définies par les lois. La peine de travaux forcés est encore en vigueur dans certains pays. Ce que nos parents étaient en train de subir, la loi française était claire, c'était les travaux forcés. Et je pose une question. Pourquoi leur infliger cette peine? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pourquoi on leur inflige cette peine de travaux forcés? En parenthèse, dans le code pénal français, ça a disparu. Très bien. Mais à l'époque, c'était en vigueur. Des gens qui sont chez eux, qu'on vient prendre, tuer, surexploiter, exploiter, et on leur inflige cette peine de travaux forcés. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pour moi, la conclusion est évidente. Ils n'ont pas la bonne couleur de peau. Je ne passe pas par 4 chemins, je ne complique pas la vie. Le code noir le dit, la malédiction de Cam le dit, je ne complique pas la vie. Et moi, comment? Ma peau, elle est ma peau, je la garde, mais je la défendrai jusqu'au bout. Maintenant que je sais un peu. La balle est dans mon camp et la balle également est dans votre camp à ce niveau. Alors, Aimé Césaire a écrit Discours sur le colonialisme, tout le monde l'a lu. Parce que ce qu'on nous ressort souvent, tout ce qu'on vient de dire, arrêtez de râler. Grâce au chemin de fer aujourd'hui, vous avez les craintes. Grâce à ceci, grâce à cela. On ne peut pas comparer. Il y a des choses qui ne se font pas. Une vie humaine est une vie humaine. À un moment donné, quand ils sont arrivés dans le Mayong, il y avait des tunnels, il y avait des grottes pour percer. Qu'est-ce qu'on donnait à nos ancêtres pour percer? On leur donnait un marteau et une barre de fer. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà des technologies qui permettaient de briser cela. Donc pendant des années, pendant 7 ans, de 1921 à 1928, tout se faisait quasiment à la main. C'est en 1928 qu'ils ont mis un peu plus de technologie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a dit « on perd trop de monde quand même, allez, on va changer un peu ». Mais est-ce qu'on se rend compte de ce que tout cela peut représenter? Pas assez malheureusement parce que nous n'avons pas
de conscience collective. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de M. Dominique Nitumbi. En tout cas, vous pouvez le contacter. Il est membre du Grand, il est basé dans la région toulousaine. Et donc, il dit, mon père m'a dit que mon grand-père est mort sur le chantier du Congo-Océan sans que sa famille ne sache ni le lieu, ni le jour, ni de son décès. Alors, je mets une pause là-dessus. En tant qu'être humain en général et en tant que Québec en particulier, vous savez à quel point la sépulture est quelque chose d'important. Tous ceux qui sont morts le long du fleuve, quand je vous disais, c'était peine perdue, rien à faire. De nos côtes jusqu'aux Amériques, c'est pareil. Le mépris pour la vie humaine, pour l'autre, le mépris envers l'autre. Et là, c'est pareil. Il y en a qui mouraient le long du chemin de fer. Mais parfois, on n'avait même pas la décence de prendre la dépouille et de donner à la famille. Ce monsieur est vivant. Je peux d'autant plus en témoigner que je connais personnellement son fils. Et pourtant, on n'en a jamais parlé. Mais c'est sur la toile que je suis tombé sur tout ça. Civilisation. Voilà, donc c'est toujours Dominique Nitumbi qui parle. Ce train a une histoire. Ton grand-père est mort. Alors ça, c'est son père plutôt qui parle. Ton grand-père est mort en travaillant sur cette voie. Et si je t'emmène au village paternel, tu verras qu'il n'y a pas de tombe. On ne sait ni où ni quand il est mort. C'est violent, c'est terrible. Le 1er novembre, il y en a qui vont fleurir les tombes de leurs anciens. Et il y en a qui n'ont même pas le droit. Rien. Les Indiens, ils font le choix de brûler. Ils brûlent. On prend les cendres, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on peut détester les gens au point de leur faire subir des choses pareilles? J'en ai presque terminé. Donc officiellement, c'est 127 000 morts, mais escroquerie, hein, ça sincèrement. Et donc il y a eu plusieurs causes. Non seulement la dureté des travaux, mais il y a aussi les mauvaises conditions d'hygiène. Je vous ai dit que quand les gens voyageaient, quand on les faisait voyager de force pour arriver là où les travaux devaient commencer, ils n'étaient pas nourris, ils n'étaient pas soignés. Sur les chantiers, ils n'avaient pas de paye, les gens n'étaient pas payés, alors que l'esclavage était aboli depuis 1848 officiellement. De temps en temps, on leur donnait à manger. Et d'après ce que certains ont dit, comme ils se sont rendus compte, ils avaient peut-être besoin de ça pour se rendre compte qu'il fallait être bien nourri pour bien travailler, on augmentait les rations. Mais les soins, les gens se débrouillaient pour se soigner. Mais les gens ne faisaient que mourir. On les entassait dans des camps précaires. Hein. Inutile de vous dire que ce n'était pas le Hilton hein, pour dormir. C'était des camps qui étaient précaires. Et là, les épidémies se propageaient. Tu meurs, ce n'est pas grave. On va aller prendre ton cousin, on va aller prendre ton oncle. Il y a toujours des bras valides. Les Africains, ils sont nombreux. Ils ne vont pas finir demain ni après-demain. Donc, comme on l'a dit, l'alimentation est suffisante, les structures... Alors, il y avait des barils de ciment et de rails que les gens portaient à la main et sur la tête. Vous allez vivre pendant combien de temps dans ce genre de conditions? Et on ne portait pas ça sur 1 mètre. C'était soit sur des dizaines de mètres, soit sur des centaines de mètres. Il y avait le fouet qui était là. Pour celui qui faiblissait, on frappait. Et quand quelqu'un tombait d'inanition, il mourait, on le laissait à côté. Si ton village est à 200 ou 300 km, tu crois qu'on va aller alerter tes parents pour dire il y a ton parent qui est mort? Non. Terminé, on passe à autre chose. Voilà, donc Albert Long, André Gide, etc., comme je le dis, qui va dénombrer les morts dans les forêts, dans la brousse, on ne sait pas, malheureusement. Voilà, donc très rapidement, j'en ai terminé. Victor Augagneur, dont je parlais tout à l'heure, il y a un lycée qui porte son nom au Congo. Oui, il y a un quartier qui s'appelle Batignolles au Congo. Et les gens sont contents parce que c'est le quartier chic. Il connaît, il faut dire. Ah oui, Victor Augagneur a un lycée. C'est ça la réalité. Quartier Batignolles, avenue Charles de Gaulle, avenue de France. La conscience collective, ça passe par tout ça. C'est simple, on débaptise. Il n'y a pas de complications là-dessus. Nous ne faisons la guerre à personne, nous sommes chez nous, nous avons le droit et le devoir même de nommer les choses comme nous les entendons. Il n'y a rien de compliqué. C'est-à-dire que dans vos foyers, quand vous avez un enfant, sachez que la loi française ne vous oblige pas à appeler votre enfant Jean-Pierre ou Michel. C'est faux, il ne faut pas croire ça. Vous avez le droit de décider dans vos foyers. Ça, on ne devrait plus voir ça, les Victor Augagneur. Rue Franceville. J'ai vécu dans la rue Franceville. Mes parents ont construit dans la rue Franceville. Qu'est-ce que Franceville a à voir avec l'histoire de mon peuple? Oui, la ville de Franceville, de l'autre côté de la frontière. Eh oui. Port gentil. De quelle gentillesse on parle? Eh oui. Quand les gens vont vous taper sur Mugabe, dites, lui au moins il a changé le nom des chutes Victoria. Victoria Falls, c'est terminé. Voilà, moi j'en ai terminé, merci de votre attention. Merci, Frère André. Il y a peut-être des questions? J'ai fait 1 heure, hein.
J'ai essayé de tenir 1 heure parce que j'avais 1h30. J'ai fait 1 heure. Oui, frère, tu vas-y. Oui, c'est une seule question. Quand on dit travaux forcés, est-ce que ce n'est pas un euphémisme? C'est un euphémisme. Il faudrait peut-être changer. Non, voilà pourquoi j'ai insisté en disant, d'abord, qu'est-ce que c'est que les travaux forcés? J'ai rappelé le code pénal français, que c'est une peine par rapport à etc., etc. Mais il n'y a pas de différence avec l'esclavage. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Partons simplement du principe que quand les époques changent, on essaie de trouver des concepts pour endormir les gens. Expansion coloniale, mission civilisatrice. Il y a quelques années, nos États avaient opté pour... avaient accepté le fait qu'on était sous-développés. Nous tous on disait ça, pays sous-développés. Après on a dit non, nous sommes des pays en voie de développement. Bon, très bien. Le FMI a dit, écoutez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, on va faire les programmes d'ajustement structurel. On a bondi là-dessus, on a fait les programmes structurels. Pour faire très court, c'était de dire réduction des traitements des fonctionnaires, ce qu'on appelle abuser de mon salaire, parce que normalement le salaire c'est dans le privé et le traitement c'est pour les fonctionnaires. À côté de ça, vous allez cesser d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans le social, mais par contre, nous allons vous apporter des marchandises. Voilà, ça peut être pourri, mais c'est pas grave. À un moment donné, le PAS n'a pas marché, on a dit, on va faire le programme d'ajustement structurel renforcé. Mais nos économistes, ils sont contents, ils sont diplômés, donc ils sont intelligents. Ils ont appliqué. Vous avez vu, je reviens de Washington, nous avons signé le PSR, même scénario. Il y a quelques années, nous étions PPTE, pays pauvres très endettés. Qui parmi nous ici peut être fier d'être pauvre? Quand le conseiller à la banque nous fait des histoires et tout, on est même gêné. On bombe le torse quand on sait que voilà, notre compte est créditeur. Donc effectivement, ce sont des euphémismes. Mais nous, dans nos langages, on doit mettre tout ça en avant et rappeler que c'est la même chose, c'est le même substrat. Du trafic négrier, aux travaux forcés, au travail obligatoire, c'est la même chose. Voilà. On te donne de temps en temps à manger, mais en réalité, tu n'es rien, tu n'existes pas. Merci, Djouti. Une autre question? J'ai juste, tout à l'heure, tu parlais d'explorateurs. Tu es revenu plusieurs fois là-dessus. Oui. C'est vrai qu'on avait parlé avant sur la langue et le langage. Hein. Moi, j'ai dit toujours, bon, c'est vrai, on parle leur langue, mais on n'est pas obligé d'utiliser leur langage. Tout à fait. Bon, les langues, ce sont les langues latines, elles sont les créoles du latin. Même tout à fait. Au bureau, ils ne savent pas que je dise que c'est créole. Mais là, elles sont les créoles du latin, espagnol, les roumains, tout ça, parce qu'ils n'aiment pas les roms, les français et tout quantique. En portugais, explorador, donc explorateur, c'est le même terme pour dire exploiteur. Exploiteur, ah. Voilà. Bon, non, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de linguistique quand on veut faire un effort. On n'a pas besoin d'être doué en étymologie. Effectivement, quand on gratte, on se rend compte. N'allons pas loin, le mot travail. Travail, ça vient du latin tripalium, c'est un instrument de torture. C'est faux, mais c'est comme ça. Dans l'autre sens, quand on dit ministre, quand quelqu'un vous dit attention, je suis quand même ministre, fais attention. Il faut lui rappeler que ministre, ça veut dire serviteur. Ah oui, il est aussi. C'est-à-dire que le ministre est à notre service. C'est entre autres pour ça, je vais prendre 2 exemples éloignés. Ce n'est pas pour rien que chez les Suédois, un sujet du roi ou de la reine, je ne sais même plus, ils ont une reine actuellement, je crois. Un sujet de la reine a le droit d'entrer dans un ministère et d'exiger la note de frais du ministre de la veille. Parce qu'il sait que le ministre est à son service. Et ce n'est pas pour rien que hier, nos ancêtres, les rois, les empereurs, appelons-les comme on veut, assumaient les échecs. Il y en a qui se retiraient. Lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils avaient nommé un administrateur de très haut niveau, mais qui en réalité s'est avéré être corrompu, traître ou autre, il réunit son assemblée, son gouvernement, tout ce qu'on veut. Il y en a, vous lisez Bambasson, il le dit, il y en a qui se retiraient. Et charge était donnée aux sages. Mais sages au sens africain, pas... voilà, c'est pas le mot qu'on utilise n'importe comment aujourd'hui. Charge à eux de trouver un nouveau roi, un nouveau souverain. Parce qu'il faut assumer. Aujourd'hui, on a des gens, bon, il est nommé ministre, il est administrateur, il ne sait même pas ce que ça veut dire, mais il est content, il bombe le torse, je suis administrateur. Alors, merci pour la remarque. Le latin n'a pas d'origine africaine dans le
sens où j'avais entendu dire que, je crois que c'est dans Cheikh Anta Diop qui dit que les Égyptiens ont même appris aux Indo-Européens à parler, leur apporter le langage, le verbe. Donc je me demande s'il n'y a pas une corrélation entre, enfin probablement d'ailleurs, entre la langue latine, enfin l'alphabet, je crois que c'était l'alphabet latin, et les langues, enfin la tradition. Corrélation avec le latin sous cet angle, je ne sais pas, mais qu'ils aient appris. Tout à l'heure, je rappelais, bon, il n'y avait pas le temps parce que le frère qui s'était déplacé ne voulait pas lâcher le micro. Je vais vous citer un journaliste, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais bon, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il défend sa chapelle. Il s'appelle Éric Brunet. En France, ils disent que l'écrasante majorité des journalistes se trouvent à gauche. Et lui, il est parmi ceux qui se plaignent. Lui, il est à droite, il assume. Très bien. Pendant presque un an, il y a eu des débats à tous les niveaux. Et c'était très intéressant de suivre ça pour savoir ce qu'il fallait faire de la Grèce. Et on voit bien que ce n'est pas fini. Parce qu'il y a un troublion qui est arrivé au pouvoir. Hein. Tsipras qui est là, c'est pas quelqu'un, il n'est pas conformiste. Hein. Vous connaissez un ministre en Europe qui ne met pas de cravate, ça déjà ça ne va pas. Rien que sur les apparences, c'est pas normal. Bon, bref. Que faire de la Grèce? Sortir de l'euro, abandonner et autres. Moi j'ai aimé ce que Éric Brunet a dit. Nous devons sauver la Grèce. Nous ne devons pas abandonner la Grèce parce que c'est le berceau de notre civilisation. Éric Brunet a étudié. Il a fait des études de lettres, de journalisme, il s'est intéressé à l'histoire de France. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très attaché à son terroir. Mais il est aussi très attaché à la Grèce. Parce que lui, il sait que sans la Grèce, la France ne serait pas. Point. Quand ils disent nous sommes de civilisation gréco-latine, ça a un sens. Nous, ce que nous disons, c'est que sans nous, sans Kemet, le gréco-latin n'existerait tout simplement pas. Point final. Donc je ne fais pas forcément de corrélation par rapport à ce que tu viens de dire, ce que je ne m'avancerai pas concernant la langue latine en tant que telle, mais il est clair qu'en termes civilisationnels, en termes de projet civilisationnel, ils ont tout copié chez nous. Les Grecs n'ont rien inventé. Pour ne pas nous compliquer la vie, ils n'ont rien inventé, ils n'ont rien créé. Même l'alphabet russe, ça a été apporté par là. Le cyrillique, alphabet cyrillique. Merci. Quelqu'un d'autre? Non, on va continuer. Merci à toi, Faro Bambé. Merci beaucoup.